C'est l'heure. Je vous souhaite cordialement la bienvenue à ce webinaire. Donc, je m'appelle Raphaël Dubet, je fais partie de l'Association suisse pour la qualité et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre. Avant toute chose, je tiens d'abord à remercier Hélène Larose du Mouvement québécois de la qualité et Camille Vernier du Mouvement français pour la qualité qui ont organisé cet événement sur la thématique « La transformation numérique des organisations ». Merci bien sûr à vous tous qui avez répondu présent à notre sollicitation sur ce webinaire. On était vraiment très satisfait du nombre d'inscriptions. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, aussi à répondre au sondage qui est à votre disposition. L'objectif étant de voir un peu des personnes d'où vous êtes, parce qu'on a des personnes aujourd'hui du Canada, de la Suisse, de la France et peut-être d'autres pays francophones encore qui sont connectés aujourd'hui. Donc, la thématique de ce webinaire est la transformation numérique des organisations. Elle sera traitée avec 3 regards différents. Tout d'abord, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Manon Duclos, proposée par le Mouvement québécois de la qualité, qui va présenter les défis du rôle qualité de la transformation numérique des organisations. Dans un deuxième temps, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Marie Finot, qui est proposé par le Mouvement français pour la qualité, qui va aborder les notions du numérique en milieu scolaire à l'usine du futur. Et pour terminer, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Terminet et M. Baudet-Labrec, proposés par l'Association suisse pour la qualité, qui vont présenter les enjeux de la transformation digitale et des risques liés à la cybercriminalité. Au niveau du timing, chaque conférence va durer 30 minutes et on prendra environ 5 minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez écrire dans le chat. Avant de lancer la première conférence, je vais vous donner juste quelques informations logistiques afin que tout se déroule pour le mieux. Premièrement, je vous demanderai de couper vos micros pour éviter les interférences sonores. Vous pouvez également laisser ou couper vos caméras. S'il y a des problèmes peut-être de connexion, je vous invite plutôt à les couper. Il y aura moins de risques de problèmes de connexion. Comme je l'ai déjà dit, les conférences sont enregistrées. Elles vous seront mises bien sûr à disposition après le séminaire et les présentations vous seront également envoyées par mail. Et comme déjà dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un bon moment et sans plus attendre, je passe la parole à Manon pour la première conférence. Merci Raphaël. Alors, à mon tour de partager mon écran. Voilà. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, excellent. Alors, rebonjour, bientôt bonsoir pour certains. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des défis du rôle qualité dans la transformation numérique des organisations. Donc, dans un premier temps, en fait, je vous suggère un déroulement pour les 30 prochaines minutes en 4 temps. Je vais vous présenter brièvement le Mouvement québécois de la qualité ainsi que notre implication dans l'écosystème québécois. On va également regarder naturellement les défis de la transformation numérique, mais plus sous un angle du rôle qualité. C'est quoi les défis qui nous attendent, qui sont déjà amorcés en plus dans les organisations. On va regarder par la suite, je vous présenterai comment nous nous sommes positionnés face à ces défis-là pour aider les organisations québécoises. Et finalement, je termine avec 3 conseils pour vous aider à mieux faire face à ces défis pour le rôle qualité. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un organisme à but non lucratif, auto-financé par la cotisation de nos membres, ainsi que principalement par différents produits et services, dont notre programme de formation. Et notre mission est d'accompagner les organisations à explorer, implanter et partager les meilleures pratiques d'affaires afin qu'elles deviennent toujours plus performantes dans leur secteur d'activité respectif. Dans ce sens-là, on a autour de 720 organisations membres, tous secteurs d'activité confondus. Environ 50% viennent du domaine manufacturier et l'autre 50% proviennent du domaine des services ou des organismes publics. Nous formons plus de 2200 gestionnaires qualité ou agents de changement dans les organisations à chaque année. Et on a également un produit
très apprécié, dont j'ai d'ailleurs parlé à une conférence européenne à Paris il y a quelques années, qui s'appelle les réseaux performance à travers le Québec. Donc, une façon différente de se développer. On assoit les gestionnaires en table ronde ensemble pour qu'ils puissent partager leurs défis auxquels ils font face, les différents problèmes sur lesquels ils sont en train de travailler et dans le but de ne pas recommencer et de réinventer la roue à chaque fois. Donc, les gens apprennent les uns des autres et peuvent échanger là, sur leurs meilleures pratiques d'affaires. On a également un outil qu'on appelle le calimètre et son service d'accompagnement, mais le calimètre, ça constitue un bilan performance pour les organisations. Et je tiens à vous en parler parce que c'est un outil avec lequel on se benchmark annuellement. Donc, on fait du balisage auprès du Malcolm Baldrige Award américain, auprès de l'EFQM, qui a également un modèle d'excellence sous le même format, les prix Deming au Japon également. Donc, c'est un modèle de classe mondiale et sans entrer dans le détail, en fait, vous voyez à l'écran déjà 2 triades, celle de gauche qui vient évaluer tout l'aspect leadership de l'organisation, la planification stratégique, l'attention accordée aux clients, au marché, ainsi que la deuxième triade sur la droite qui est mise plus sur les ressources humaines, les processus et les résultats de l'organisation. Tout ça étant supporté par un bon système de gestion d'information, mesure, analyse, etc. Donc, ce système-là, ce bilan-là, la façon qu'il est illustré ici n'est pas nécessairement similaire visuellement, si je peux dire, avec les autres modèles internationaux. Toutefois, on peut retrouver les mêmes éléments là, qui se regroupent dans les différentes catégories que vous voyez à l'écran. Il y a un système de pointage, naturellement, d'accordé à ça et les entreprises qui se livrent à l'exercice du calimètre ont aussi accès, en fait, si elles le veulent, elles peuvent soumettre leur candidature au prix Performance Québec, qui est la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec. Et nous sommes co-gestionnaires de ces prix-là, en fait. Donc, une belle reconnaissance à l'échelle québécoise et canadienne. Nous sommes également gestionnaires du Salon des meilleures pratiques d'affaires qui a 29 ans cette année et pour la deuxième année consécutive, pour les raisons qu'on connaît tous, ce salon-là aura lieu en virtuel cette année, donc déjà le 18 novembre 2021. Et on retrouve dans ce salon-là, en fait, la force du salon depuis des années, mise sur le partage des meilleures pratiques d'affaires par des entreprises qui viennent échanger, ils viennent en fait présenter des projets d'amélioration qu'ils ont faits à l'interne et tout le monde peut échanger autour des différentes thématiques qui sont proposées, les différents projets que les entreprises viennent présenter. Donc, ça fait le tour pour notre rôle dans l'écosystème. Maintenant, je vous parle un petit peu des défis de la transformation numérique en ce qui a trait au rôle qualité. Vous avez à l'écran un résumé d'une étude chouchou de mon côté, donc tirée du MIT, qui a paru en janvier 2020, qui a interrogé plus de 4400 leaders à travers 120 pays en fait, pour connaître leur niveau de préparation en ce qui a trait à la transformation numérique et les compétences aussi que les gestionnaires devront avoir donc immédiatement et dès demain. Puis ce qu'on peut voir vous avez quelques chiffres en bas à gauche, là, on parle en fait, les résultats de ce sondage-là révèlent que 9% des organisations seulement estiment qu'elles ont des leaders avec les bonnes compétences pour l'économie numérique. 12% des organisations, des leaders des organisations ont le bon mindset. Puis les mindsets, on va en parler dans quelques instants, sont sur la droite pour faire face au changement qui s'en vient. Et 13% des organisations s'estiment prêtes à se lancer ou à compétitionner ou à vivre dans l'économie digitale ou numérique. Donc, ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est que ce pourcentage-là n'est quand même pas très élevé auprès des répondants. Et ça m'amène à vous parler des 4 grands états d'esprit qui sont proposés également dans cette étude-là. Donc, on retrouve, par exemple, les connecteurs
qui mise sur des partenariats, des relations durables, une mise en réseau des intervenants. Donc, un rôle, hein, on se place dans la peau d'un rôle d'un gestionnaire de demain. On a également les investisseurs qui sont très axés sur les bénéfices à la communauté, l'éthique, la responsabilité sociale. Donc, ça, c'est sûr qu'on y échappe. On est déjà là-dedans également. Il y a le côté explorateur qui mise sur la curiosité, le test, l'apprentissage en continu, le travail d'équipe. On parle beaucoup de créativité et innovation depuis des années. C'est encore les compétences liées à la créativité et l'innovation sont très importantes déjà et vont le demeurer. Et en quatrième, j'attire votre attention sur ce qu'ils appellent les producers, donc producteurs, où il y a une obsession des clients, mais également une certaine obsession des technologies numériques. Alors, et ce n'est pas la seule étude qui vient mettre en lumière cette importance-là que maintenant, les gestionnaires doivent avoir une certaine connaissance de ce qui se passe du côté numérique et de ce qu'on peut faire avec les données. Donc, ça devient une espèce d'incontournable pour bien gérer dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, les défis, en fait, ce qu'on remarque, puis on va revenir avec les conseils un peu plus tard tout à l'heure, mais déjà, ce qu'on remarque, c'est un renforcement majeur de la dimension numérique du rôle qualité, tel que je vous l'ai énoncé, entre autres, dans l'étude précédente. Ce qui veut dire que ça va nous demander une maîtrise des outils technologiques, en plus déjà d'un solide savoir-faire et savoir-être. On sait que, oui, on demande beaucoup au gestionnaire qualité, on lui demandait beaucoup, donc il faut qu'il y ait un bon savoir-faire, un bon savoir-être, mais en plus de ça, donc, on devra également, j'ai indiqué maîtrise des outils technologiques. On ne veut pas être nécessairement des experts, mais il faut savoir un peu de quoi on parle quand on évoque certains vocabulaires comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. En ce moment, il y a une hausse de la vélocité des projets. Ça entraîne une plus grande rapidité de la mise en marché. Ça vient aussi chambouler les modes de qualité, je dirais, plus traditionnels ou normaux. On entendait, on parlait de contrôle qualité, d'assurance qualité. Tout ça vient être chamboulé, parce que ce n'est pas nécessairement de la production à grande échelle non plus, mais des petits projets ultra rapides qui doivent être mis en marché rapidement. Donc, il faut s'adapter à ça. Il y a une grande quantité de données qui vont forcer, puis on en avait déjà beaucoup. Ce n'est pas toujours des bonnes données, mais maintenant, il faut s'assurer déjà de la qualité de la donnée. Ça, c'est un autre sujet. Donc, s'assurer de la qualité de la donnée. Mais cette grande quantité de données-là va forcer une analyse et une compréhension. Et si on veut pouvoir vulgariser, si on veut pouvoir communiquer, donc ça devient quelque chose qui est très, très important. Ce qu'on a remarqué également en lien avec la dimension numérique, en tout cas auprès des organisations québécoises, entre autres, toutes les associations au Québec, on s'entend pour dire que les organisations sont souvent pas assez préparées pour implanter leurs projets technologiques. Ce qu'on voit, c'est que des consultants, quelquefois, peuvent arriver sur le terrain. Hein, c'est toujours très excitant de dire on va robotiser une portion de nos opérations ou on va implanter un nouveau ERP. Donc, on tombe tout de suite dans les projets technologiques et trop souvent, en amont, les entreprises n'avaient pas de plan numérique, n'avaient pas nécessairement bien préparé leurs ressources humaines à cette transformation-là ou n'avaient pas optimisé correctement leur processus avant d'automatiser ce processus-là. Donc, c'est ce qu'on a pu remarquer du côté de la dimension numérique dans le rôle qualité dans ce premier volet. Un deuxième volet, un deuxième défi, en fait, est celui de l'évolution de la fonction qualité dans les organisations. Du côté européen, c'est peut-être que l'appellation qualité est encore très, très présente. Du côté nord-américain, ce qu'on voit déjà depuis plusieurs années, c'est que le terme qualité, là, je ne veux pas dire, c'est pas out, mais c'est quelque chose qui est en mouvance. Donc, on voit qu'on avait dans certains cas des équipes qualité qui étaient décentralisées. On avait un groupe qualité dans une organisation. Et là, ce qu'on commence à voir, c'est que la qualité est intégrée. Donc, elle n'est pas nécessairement dans un groupe séparé. Elle peut exister au sein des opérations, par exemple. Il n'y a plus nécessairement une fonction qualité aussi claire qu'auparavant. Je ne dis pas que le rôle est éliminé, mais j'ai indiqué que la qualité était en voie d'extinction.
parce que les gens se posent la question. Donc, ah, vous n'avez pas de groupe qualité, OK. Ou vous avez un groupe d'amélioration continue, la qualité est intégrée. Donc, les appellations ont tendance à changer. Donc, changement de titre. Est-ce que vous êtes un gestionnaire qualité, un stratège numérique, un gestionnaire amélioration continue, un VP innovation? Donc, les titres changent également, sont en mutation en fait. Encore une fois, je ne parle pas nécessairement des compétences qui peuvent être les mêmes, mais le titre évolue. Il y a une gestion du risque accru qui est présente depuis déjà plusieurs années à tous les niveaux. On sait d'ailleurs que la norme ISO 9001 avait fait une refonte majeure dans ce sens-là. Et la gestion du risque prend une grande importance dans le rôle des gestionnaires qualité, amélioration continue ou autre. Donc, ça devient un enjeu important. Et donc, aussi, il faut penser à, ça se fait tout seul, mais il y a la migration de la qualité qui est poussée en amont, qui est poussée dès la conception, parce que les gens ont la perception que, ah, ben maintenant, même le rôle qualité est aussi présent en production, parce que, ben, les robots vont inspecter eux-mêmes, tout est pris en charge, tout est automatisé, tout est robotisé. Par contre, il faut s'assurer que les données en amont, que la conception soit correcte si on ne veut pas avoir justement de problèmes en production. Donc, on voit beaucoup une migration des concepts qualité tels qu'on les connaissait en amont, en conception, en R&D, etc. La troisième catégorie de défis que je veux vous présenter, c'est qu'il y a également une migration du style ou du type de client, en fait. Le client, maintenant, il est devenu co-créateur de ses produits et services. On parlait dans les années 70 de la gestion des plaintes. C'était le client 1.0, hein, si on fait un parallèle un peu. Dans les années 80, on a introduit la gestion de la satisfaction client. Ensuite, on a parlé dans les années 90 de l'expérience client. Et maintenant, on parle du bonheur du client. Alors, le bonheur du client, c'est en lien direct avec l'impact qu'il peut avoir lui-même dans ses propres produits et services. Donc, il devient co-créateur et le bon niveau de qualité devient un impératif en constant changement. Donc, pour chaque client, le niveau de qualité peut être différent puisque les produits et services peuvent être différents. Alors, il y a des défis qui se trouvent à ce niveau-là également. Et si on veut rendre les clients heureux, ce n'est pas nécessairement de la même façon que par le passé qu'on va y arriver. Alors, je vous présente rapidement comment le mouvement s'est positionné par rapport à deux grands défis. Donc, d'une part, le développement des compétences. On a vu tantôt hein, qu'il fallait qu'il soit très orienté numérique, hein, un renforcement de la compétence numérique, ainsi qu'une préparation des organisations, parce que nous, on a vu sur le terrain que les organisations n'étaient pas toujours prêtes à passer au numérique. Je vous présente Performan, en fait, un super-héros. Pourquoi un super-héros? En 2018, on a lancé un profil de compétences qui est ici. Je vous le reverrai tout à l'heure et vous l'aurez de toute façon, mais avec des compétences de savoir-faire et de savoir-être en pourtour, qui s'appliquent à tout type de gestionnaire en passant. Et quand on a présenté ce modèle-là dans différentes conférences au Québec, mais ailleurs aussi dans le monde, les gens me disaient toujours: «Wow, mais il faut être un super-héros pour être un gestionnaire qualité, il faut maîtriser toutes ces compétences-là». Et donc, c'est la genèse de Performance qui est née. On a présenté un premier guide avec les compétences du gestionnaire de domaine puis des outils pour aider à développer ces compétences-là. Alors, on l'appelle notre stratège maintenant et c'est un rôle déterminant pour le futur. Donc, Performant, on lui a fait vivre des aventures d'une année à l'autre, au fur et à mesure qu'on lançait nos guides en lien avec le stratège. Et donc, dans ce cas-ci, par exemple, il réalise toute l'ampleur du rôle du stratège qualité et puis il se dit, bon, je vais aller au salon MPA pour aller parfaire mes compétences et pouvoir justement m'améliorer dans le monde du numérique. On a fait apparaître une héroïne quelques mois plus tard, qu'on a appelée Numérica, et qui vient à parler avec Performant que oui, les gens s'excitent facilement là, quand on pense à des nouvelles technologies, mais qu'à la base, il faut être prêt en se préparant adéquatement. Donc, on a fait ressortir l'importance de la planification stratégique vers un plan numérique, des ressources humaines, de l'optimisation des processus en amont. Tout ça sont des prérequis au 4.0.
Donc, à la poursuite de leur aventure, ben, ils sont, encore une fois, à notre événement au Salon MPA, où il y a une zone dont vous êtes le héros, où on permet aux gestionnaires de se développer en assistant à différents ateliers, conférences. Il y a un pavillon 4.0 également. Mais, dans le fond, on vient, présenter aux visiteurs que oui, c'est important, c'est pas juste la technologie, l'humain est au cœur de la transformation numérique et on doit être correctement ou adéquatement préparé, entre autres avec un plan stratégique, correct et cetera. Je vous le présente dans quelques instants également. Donc, dans le deuxième volet, dans notre deuxième guide, on a explosé les compétences, les tâches, les rôles qu'on avait, élaborés en comportement. Donc, oui, c'est bien d'avoir des compétences, mais ce qui constitue un changement de culture durable, ce sont les comportements observables. Alors, à chaque compétence, on a associé les comportements pour forger la culture des organisations vers le numérique, entre autres. Et donc, on sait que le gestionnaire doit œuvrer dans un contexte VICA, le volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, finalement, on vient clore notre trilogie avec Performan, avec ce qu'on présente maintenant aux organisations québécoises comme un programme de certification stratège numérique, où est-ce qu'on vient aider les gens à mettre leurs compétences à niveau pour pouvoir bien naviguer dans ce monde qui est là pour rester. Alors, c'est une formation qui a 9 jours de formation, mais essentiellement avec des travaux à remettre si on veut obtenir la certification. Premier produit. Deuxième chose qu'on a fait pour les organisations, donc on a travaillé d'une part sur l'humain lui-même, les compétences, et la deuxième chose qu'on a travaillé également, c'est sur les organisations. On veut préparer les organisations elles-mêmes à pouvoir amorcer leurs défis numériques. Alors, on a créé un continuum, un passeport, GoTransfo qu'on appelle, pour aider les organisations à se préparer adéquatement. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'apprentissage en continu, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'avant de se rendre au 4.0, qui est un peu la fin du parcours, ben, on doit passer à travers certains jalons importants. On offrait ce programme-là un plus en mode cohorte. Il est lancé officiellement à tous la semaine prochaine. Donc, ce qu'on vient faire, c'est d'une part, venir vérifier si les organisations ont un plan stratégique, mais non seulement un plan stratégique, on veut des orientations, des initiatives numériques au sein de ce plan-là, puisque si je veux me transformer numériquement, ça me prend un plan numérique, donc je dois me fixer où je veux aller. Et s'ils n'ont pas de plan stratégique, en fait, on peut offrir encore une fois de la formation et de l'accompagnement pour les aider à élaborer leur plan numérique. Dans un deuxième temps, on vient préparer, s'assurer que les ressources humaines soient bien prêtes dans l'organisation. Alors, dans le même continuum, on vient travailler au besoin avec c'est un passeport qui est modulaire. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement, si l'organisation elle a déjà ces aspects-là, elle a déjà travaillé ça, mais elle a plus besoin de travailler la planète stratégique, ben, c'est quelque chose par module. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement 100% chacune des étapes, donc c'est personnalisé. Et ce qu'on a estimé, nous, c'est que pour un premier projet numérique, en fait, on a besoin d'avoir une matrice de compétences requises. Donc, de quelles compétences on a besoin, par exemple, à ce processus-là, pour justement avoir une transformation numérique réussie et quelles compétences on a en ce moment. Donc, une matrice de compétences à la format Lean. On travaille également avec un plan de gestion et de communication de changement et finalement avec un plan de développement des compétences de supervision des leaders. Le troisième volet, c'est l'optimisation des processus, puisque, en fait, on va dire garbage in égale garbage out, mais je ne sais pas si vous avez déjà amorcé, j'imagine que oui, dans la plupart des cas, certains projets numériques, mais ça ne sert à rien d'automatiser des choses qui n'ont pas été optimisées en amont. Alors, si j'automatise des étapes à non-valeur ajoutée, ça n'amènera rien en bout de ligne. Alors, c'est pour ça que puis nous, on est en plein là-dedans, au mouvement. En passant, on est dans notre propre transformation numérique. Donc, on essaie de donner l'exemple, mais on est en pleine optimisation de nos processus également pour s'assurer qu'on automatise les bonnes choses. Alors, dans ce cas-ci, ben là, on peut offrir, oui, de la formation et ou de l'accompagnement
Pour les petites entreprises, ben, ça peut être quelque chose de plus réduit. Pour les grandes entreprises, elles ont souvent déjà à l'interne des gens certifiés ceinture verte qui peuvent faire le travail d'optimisation. Donc, ça peut être une façon de procéder à ce moment-là. Ça nous amène vers l'implantation. Alors, on travaille avec des partenaires dans l'écosystème pour pouvoir orienter nos clients et membres vers les bons joueurs qui vont les aider à implanter leur projet numérique parce que nous, on n'est pas du tout dans la technologie. Donc, on est dans la préparation en amont de la technologie. On s'est positionné comme ça. Et il y a une autre étape en bout de ligne qui est celle de rayonner. Les organisations québécoises qui ont réussi à implanter des projets, à se transformer numériquement ou à implanter des projets, ont une certification qui est disponible qui s'appelle Vitrine 4.0 et qui peuvent donc devenir phares pour d'autres organisations qui voudraient en savoir plus. On offre également, il y a une certification employeur remarquable qui est offerte par le Bureau de normalisation du Québec et les prix Performance Québec qui constituent également une forme de reconnaissance. Alors, ça m'amène à mon quatrième et dernier point de cette conférence, mes 3 conseils pour aider les gestionnaires qualité dans leur transformation numérique. Le premier, sachez exploiter les données disponibles. Donc, on le sait, la transformation numérique est incontournable, on est en plein dedans. La vélocité des projets augmente, alors ça devient vraiment important que vous soyez capable, via du développement de compétences, de vous intéresser à l'interne avec vos groupes, d'aller voir vos groupes TI, de poser des questions, d'être capable de pouvoir présenter, jouer avec les données. Peut-être pas des experts, mais il faut être capable de travailler avec les données qu'on a, de les analyser, comprendre, pour pouvoir aussi les communiquer à la haute direction. On devient un peu un pivot entre le terrain, la haute direction, on verra tantôt le client également, mais c'est plus seulement l'affaire des TI, les données. Les données, maintenant, ça va être l'affaire de tous les gestionnaires de l'organisation. Les robots de demain ne vont pas s'occuper de tout. Deuxième conseil, en fait, c'est d'intégrer la qualité de la conception. On l'a vu dans les enjeux, c'était un défi, donc, et de mieux gérer les risques parce que la fonction qualité évolue au sein des organisations. Et donc, c'est important de migrer en amont dans les processus pour assurer également une qualité des données en programmation pour toutes les choses qui seront faites par la suite en production, par exemple. Donc, c'est super important que le gestionnaire qualité se mette à travailler étroitement avec les équipes R&D. Donc, puisqu'il faut désormais coopérer sur l'expérience client, en gérant les risques, mais tout au long du processus, donc dès l'entrée, dès la conception jusqu'à la livraison des produits et services. Et finalement, mon troisième conseil serait de vous élever vers un rôle stratégique. C'est hyper important que les gestionnaires qualité, amélioration continue fassent partie de la planification stratégique des organisations pour bien positionner la qualité dans ce nouveau contexte. C'est important qu'ils deviennent co-créateurs avec la technologie donc je parle de pivot également entre le client et la haute direction. Alors, c'est en fait, qui est mieux placé que le gestionnaire qualité pour même préparer son organisation sans avoir de programme GoTransfo chez vous ou de certification stratège numérique? Vous voyez les concepts de base, vous êtes capable de dire, OK, oui, dans mon plan stratégique, ça me prend un plan numérique et là, je vais préparer les RH adéquatement, donc, et je peux faire le pivot avec la haute direction, le client. Alors, je pense que le gestionnaire qualité est définitivement très, très bien positionné pour effectuer ce rôle-là dans son organisation et ainsi l'aider à se transformer adéquatement. Alors, ça conclut ma présentation. J'ai pris 5 minutes de moins. Raphaël, la visio! Merci Manon pour cette présentation rafraîchissante. J'ai beaucoup aimé cette approche du numérique par les compétences en fin de compte. Hein. Donc là, on voit une voiture, c'est assez sympa. Bonjour la voiture.
Alors, il n'y a pas eu de questions pendant la conférence dans le chat. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que maintenant, tu étais captivante. Alors, je ne sais pas si maintenant, il y a peut-être des questions qui vont émerger. On aurait le temps d'en prendre 2 ou 3. Vous pouvez soit allumer votre micro et la poser directement de manière orale ou simplement l'écrire également dans le chat si vous avez des questions concernant cette conférence. J'aurais une question, moi, sur la formation dont vous avez parlé pour devenir stratège numérique. Oui. Ça s'adresse à quel public et comment ça fonctionne? Ben, en fait, nous, le seul prérequis qu'on a mis à cette formation-là, c'est d'avoir un solide background ou un passé, une expérience, si je peux dire, en amélioration continue. Il faut connaître les concepts. Donc, les gens qui sont, par exemple, peut-être pas obligés d'être une ceinture verte ou une certification Lean Master, mais il faut connaître le sujet, connaître le domaine de l'amélioration continue et de la qualité. Donc, avoir une certaine expérience dans ces domaines-là. Comme ça, on n'a pas besoin de revenir sur certains concepts de base, justement, dans cette certification-là. Et là, comment ça fonctionne? Bien, en fait, depuis la pandémie, on a lancé le programme 100% en ligne. Donc, il est 100% virtuel. C'est une formation qui a lieu à distance pour l'instant. Et vous inscrivez dans l'ordre ou dans le désordre. Les gens choisissent l'ordre dans lequel ils veulent faire la formation. Si vous voulez être certifié, il faut faire les 9 jours de formation complète. Mais il y a des gens qui s'inscrivent seulement à un sujet, un à la fois, puis ils vont voir où ça va les mener. D'accord. Il y a possibilité d'avoir un lien vers lequel on peut se renseigner là-dessus pour s'inscrire, ce genre de choses? Oui, tout à fait. Je vais mettre ça dans le chat à l'instant. Ouais, Marco l'avait collé. Ah, OK, c'est déjà mis. C'est déjà dans le chat, ouais. Ah, ben merci. Merci. D'accord, ça a l'air. Et c'est des formations, si ça intéresse nos collègues de Suisse ou de France, c'est des formations qui peuvent se suivre à distance aussi, peut-être? Oui, elles sont déjà à distance. OK. En fait, donc, ben là, le seul obstacle que je vois, en fait, c'est le décalage horaire là, dans certains Oui, bien sûr. cas. Mais ben, j'imagine que ça se travaille. En fait, ça débute à 15h, 14h30 ou 15h30 dans votre cas, puisque nous, on débute vers 8h30. Bon, là, on est Oui. à l'heure avancée, puis pas vous encore, mais on va se rattraper. Là. Alors, ça veut dire que ça se terminerait à 21h30 là, ou 22h30 dans votre cas. Si vous vous inscrivez à une session normale, dans le fond. Il faut juste tenir Ce qui n'est compte pas du décalage horaire. inintéressant, ce qui fait des formations qui pourraient être réalisées après la journée de travail. Oui, tout à fait. Il y a cette notion de super-héros qui est ressortie dans le chat. C'est vrai, hein, vous entendre avec cette image de performance. Hein, des fois, on se pose la question du responsable qualité. Aujourd'hui, on lui demande tellement de compétences. Est-ce que ça peut encore reposer sur une seule et même personne? Oui, effectivement. On l'a appelé super-héros. Hein, donc, c'est vraiment, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est peut-être plusieurs personnes. Effectivement, ça peut être une. C'est parce que dans les petites entreprises, hein, ici, bien, chez vous aussi, mais dans la PME ou la petite entreprise, souvent, c'est une seule et même personne qui joue l'ensemble de ces rôles-là. Donc, c'est sûr que si on va dans une entreprise plus grande, bien, à ce moment-là, le rôle peut être certainement partagé entre différentes personnes. Il y a une question qui vient d'arriver. Je vous propose qu'on prenne encore cette question et après on passe à la conférence suivante. C'est est-ce qu'un plan numérique est distinct d'un plan stratégique? En fait, le plan stratégique est le plan mère, le plan parent. Et dans le plan stratégique, on doit absolument considérer déjà les orientations numériques ou des initiatives numériques. Et ce sont l'ensemble de ces orientations et initiatives numériques-là qui vont constituer votre plan numérique. Donc, est-ce qu'il est distinct ou non, dépendamment de l'ampleur que vous pourriez avoir, vous pourriez en faire un plan distinct, mais il est définitivement issu de votre planification stratégique globale. Il devrait, du moins. Merci beaucoup, Manon, pour cette super conférence. Donc, je vous propose qu'on enchaîne directement avec Monsieur Jean-Marie Finot, qui va nous parler du numérique en milieu scolaire à l'usine du futur. Bonjour tout le monde, donc je vais déjà me présenter. Donc Jean-Marie Finot, donc je travaille chez une autre héroïne du numérique basée à Montbéliard, puisque j'ai appris qu'on avait une héroïne du numérique
au Canada qui s'appelait Numérica, donc un Numérica qui est une SEM. Donc une SEM qui assume plusieurs services, notamment une délégation de services publics immobilière. Donc on a des locaux dans lesquels sont hébergées des entreprises, on assure des services pour les collectivités locales, les petites entreprises, les grandes entreprises, sur des services type haut débit, data center et autres, des formations privées, des formations universitaires, et on participe à beaucoup de programmes, donc des programmes régionaux et des programmes nationaux. Alors, tout d'abord, je voulais remercier donc le Mouvement français pour la qualité de nous avoir invités, et puis rappeler quand même que le MFQ est une association loi de 1901 qui existe depuis plus de 30 ans sur la région Bourgogne-Franche-Comté avec un réseau de 160 entreprises et donc engagées toutes dans une démarche qualité. Je rappelle que le MFQ propose chaque année des événements de sensibilisation, des clubs de travail, notamment celui des auditeurs de croisés, et travaille aussi un pôle de consultants experts sur divers domaines. Sans oublier évidemment leur association sœur qui s'appelle FQP, basée à Dijon, qui participe activement à l'accompagnement des entreprises dans leur démarche notamment de responsabilité sociétale et environnementale. Donc je les remercie de m'avoir invité à ce webinaire. Moi je vais vous parler de deux programmes qui n'ont pas de points communs a priori, mais vous verrez qu'ils en ont beaucoup plus que ça. Le premier, c'est l'industrie du futur, donc appliqué en Bourgogne-Franche-Comté. Et le deuxième, c'est un programme national qui s'appelle Territoire d'innovation, donc qui concerne pour Numérica particulièrement l'acculturation en milieu scolaire, notamment en école primaire. Alors, l'industrie du futur, j'espère que vous voyez mon écran, je l'ai partagé a priori. OK. Donc, l'industrie du futur, l'objectif, c'est d'accompagner les PME vers l'industrie du futur, ou qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0. Pourquoi ce programme? Parce qu'on a fait un constat, c'est que les PME, PMI s'approprient de façon assez lente les technologies du numérique. Et puis, évidemment, ce programme propose des solutions d'accompagnement par le biais de 6 leviers de compétitivité au niveau national, qui sont les objets connectés et l'Internet industriel, les technologies de production avancées, une nouvelle approche de l'homme au travail, tout ce qui concerne les connexions usines, lignes de production et îlots, les intégrations de la relation client-fournisseur et puis des nouveaux modèles économiques et sociétaux. Alors évidemment, le plan est large. Si on regarde, il se décline, autant pour moi, sur 29 thématiques d'accompagnement au niveau national. Évidemment, ces thématiques sont reprises au niveau régional et adaptées suivant le tissu local. Alors, la mise en œuvre au niveau national, c'est 10 000 accompagnements de PME françaises vers l'industrie du futur sur 3 ans. En l'occurrence, pour ce programme, qui est un programme qui est répété par tranche de 3 ans, donc 2020, 2021 et 2022. Donc, voilà son objectif. Les acteurs, un consortium qui s'appelle l'Alliance Industrie du Futur, qui va apporter des outils afin de coordonner toutes ces actions au niveau régional, des référentiels, des indicateurs pour calculer les performances et toute une gamme d'outils et de moyens. Évidemment, c'est les régions qui vont assurer le pilotage régional et la mise en œuvre de ce programme national. Alors moi, je vais plutôt vous parler de la Bourgogne-Franche-Comté, évidemment, puisque la Bourgogne-Franche-Comté a pour objectif 600 accompagnements sur ces 3 années, avec un financement de 5,5 millions d'euros, apporté à raison de 50% par l'État, 50% par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis évidemment, un comité technique régional qui est composé de beaucoup d'acteurs publics qui sont impliqués évidemment sur ce programme, et puis un ensemble de filières régionales dont fait partie évidemment Numérica, qui va assurer la coordination, le suivi de ce programme appliqué au niveau régional. Alors, les opérateurs sélectionnés pour accompagner les entreprises, les grands opérateurs, sont le GIFAS, le CETIM
est le pôle véhicule du futur. Alors évidemment, Numérica travaille avec le CETIM, puisqu'on s'occupe de la partie qui nous concerne particulièrement, c'est-à-dire l'intégration numérique. Alors, les modules d'accompagnement qui sont proposés en région Bourgogne-Franche-Comté sont ceux-ci. Un module de stratégie de transformation, un module d'intégration numérique, piloté évidemment par Numérica et le CETIM, un module de méthodologie ligne et accompagnement au changement, l'intégration robotique, l'intégration d'une brique de transformation, l'homme au cœur de l'industrie automobile du futur et l'aéronautique dans l'industrie du futur. Alors, le module numérique, pourquoi? Le but, évidemment, c'est d'augmenter la productivité et la réactivité des PME-PMI, mieux satisfaire ses clients et capter, évidemment, de nouveaux marchés dans un contexte mondialisé. Alors, comment? On propose, évidemment, aux différentes entreprises différents modules qui peuvent être des modules relativement simples. Par exemple, un module de cadrage, généralement… Je ne sais même pas comment on écoute le son là-dessus. Pardon? Ça, c'est vite vu. Autant pour moi. Un module vous m'entendez? Oui. Un module de cadrage donc, sur 2 ou 3 jours qui permet de rédiger un cahier des charges techniques et fonctionnelles suivant les besoins mis en exergue par l'entreprise qui veut aller vers une solution logicielle ou des modules de déploiement pour intégrer des produits qui ont déjà été sélectionnés. Alors pour qui? Au niveau régional, 90 PME et TI pour la Bourgogne-Franche-Comté qui répondent aux critères, ce qu'on appelle le critère des minimis, c'est-à-dire sont éligibles les PME et PMI qui n'ont pas eu plus de 200 000 € d'aide sur les 3 derniers exercices fiscaux. C'est la règle des minimis. Les modalités, évidemment, l'État, la région et le CETIM participent à hauteur de 50% des coûts directs des interventions des prestataires, puisqu'on a un réseau de prestataires au niveau du programme. Et puis, les 50% restants sont évidemment payés par l'entreprise. La prestation basée sur une assiette de 22 000 €. C'est-à-dire, en fait, une entreprise peut avoir 11 000 € hors taxe d'aide concernant son intégration ou son accompagnement. Alors, actuellement, si on reprend les programmes précédents, pour vous donner une idée, de 2017 à 2019, on a eu 22 projets numériques. Aujourd'hui, donc 2020-2022, on est déjà à 32 projets numériques, sachant que le programme a eu quelques difficultés à démarrer du fait de la Covid-19. Donc, on a vraiment démarré, on va dire, juin ou septembre. Et depuis, grosso modo, septembre, on est en mars, on a déjà 32 projets. Il y en a encore beaucoup qui sont en discussion. Des projets donc, qui représentent actuellement 500 000 € d'aide. Ce sont surtout des projets d'accompagnement à la sélection d'outils industriels, ERP, PDM, outils de GPO, etc. Des intégrations de solutions d'outils pour l'industrie. On voit de plus en plus des industriels qui demandent à connecter leurs outils, par exemple, de type ERP ou GPO à des sites web, notamment de télécommerce, ou pouvoir mettre en place des systèmes de supply chain management entre leurs clients et leurs fournisseurs, par exemple, de la formation et de l'accompagnement. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui au niveau de ce programme, est-ce que c'est une opportunité, cette période de confinement, puisqu'on remarque que les entreprises se sont fortement mobilisées pour moderniser leurs moyens numériques. Alors, c'est la période qui leur a fait se rendre compte, évidemment, qu'on était dans un contexte mondialisé et dans une période de confinement, il faut continuer à vendre, continuer à communiquer. Donc, on voit effectivement qu'il y a un grand attrait pour les projets numériques. Alors, ces projets numériques, ça marche plutôt pas mal puisque les entreprises sont assez satisfaites. Je vous mets quelques témoignages. Donc, à chaque fois qu'on accompagne une entreprise, on lui demande un petit peu sa vision par rapport à cet accompagnement, par rapport à ce programme. Donc, par exemple, le témoignage de l'entreprise Javet, donc une petite entreprise qui fabrique des portes de garage, des portes industrielles, des rideaux métalliques, dans le cadre de la sélection d'un ERP. Alors, je vais passer relativement vite, de toute façon, la présentation sera mise à disposition. Ensuite, d'autres entreprises, par exemple l'entreprise des DLG,
une entreprise qui est spécialisée dans les pièces usinées de précision, donc a mis en œuvre un outil de type MES, Manufacturing Execution System, donc pour piloter sa production. La papeterie Zuber Reader, donc, qui a été accompagnée dans le cadre de la sélection d'un outil de gestion de production assistée par ordinateur. Ensuite, la société Opal Énergie Naturelle, donc une société en fait qui conçoit des projets collaboratifs basés sur les énergies renouvelables dans le cadre de l'intégration d'un ERP. Et puis la société Presse-Études, donc qui est spécialisée dans les outillages de découpage de très haute précision. Donc dans le cadre du changement d'un ERP, comme ils avaient fait pas mal de croissance interne, ils étaient dans l'obligation, évidemment, de changer de ERP pour pouvoir étoffer un peu mieux leur outil de production. Donc voilà le premier programme, donc le programme Usine du futur. Le deuxième programme, qui n'a apparemment rien à voir, c'est un programme national qui s'appelle Territoire d'innovation, donc qui a permis de demander à des régions et à des sous-régions de participer au niveau national pour proposer des solutions. Et le Nord-Franche-Comté a proposé une solution donc intitulée « Transformation d'un territoire industriel ». Donc ce programme, ce projet Territoire d'innovation a été un lancement de projet au niveau national, comme je vous le disais, en 2018. Il y a eu énormément de réponses, plus d'une centaine, je n'ai pas le chiffre exact en tête, et 24 territoires ont été sélectionnés et annoncés par le Premier ministre le 13 septembre 2019. Ces territoires vont bénéficier d'une enveloppe de 450 millions d'euros en termes de subventions et d'investissements qui vont permettre de financer des transformations autour de tout ce qui concerne le numérique, l'énergie, l'agroécologie, la mobilité, les compétences et d'autres secteurs. La liste n'étant pas évidemment exhaustive. Et plutôt, évidemment, je vous représente un peu la carte là, des 24 territoires qui chacun ont une spécificité de transformation. Nous, on est ici, pour les gens qui ne sont pas franchement au fait de la position du Nord-Franche-Comté. Donc, on est à une dizaine de kilomètres de la Suisse et à peu près une quarantaine de kilomètres de l'Allemagne. Alors, plutôt que de grands discours, je préférais vous passer une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre un petit peu et résumer, parce qu'elle est plutôt bien faite, un petit peu ce programme Territoire d'innovation. Autant pour moi. J'ai cliqué sur une petite bulle. Alors, je vais essayer de reprendre.
Donc voilà un petit peu. Alors si vous avez regardé, si vous êtes assez rapide au niveau visuel, vous avez dû voir passer une action qui s'appelait Hyperischool. Donc c'est celle-là dont je vais vous parler, puisque Hyperischool, en fait, c'est l'acculturation des enfants en milieu scolaire et périscolaire, donc est gérée aujourd'hui par Numérica. Alors, Hyperischool, évidemment, c'est une action qui fait partie du territoire d'innovation qui permet de proposer 150 à 250 sessions à toutes les écoles du Nord-Franche-Comté, en l'occurrence 142 écoles primaires, donc chapeautées par 2 agglomérations qui sont les maîtres d'ouvrage de ce projet, Pays de Montbéliard Agglomération et Grand Belfort. Et ces 150 à 250 sessions représentent pour une session 10 ateliers d'1h30. Ces ateliers ont démarré le 28 septembre 2020. Aujourd'hui, on a déjà 18 écoles en scolaire ou en périscolaire qui ont suivi ce programme, donc sur 2 trimestres, puisque les trimestres s'écoulent de septembre à décembre pour le premier trimestre et le deuxième trimestre, janvier à mars. Sachant que les sessions viennent de se terminer donc cette semaine et le nouveau trimestre, donc en l'occurrence le 3e trimestre, commence lundi pour une 20aine d'écoles. Ce qui représente, sur les 2 trimestres qui se sont déjà écoulés, 410 enfants qui ont suivi ce programme d'acculturation. Alors, en termes d'organisation, évidemment, comme je vous le disais précédemment, c'est de l'acculturation en milieu scolaire ou périscolaire. Donc, en scolaire, les enfants, pendant les heures de classe, peuvent avoir 1h30 donc, d'atelier Hyperischool entre 9h et 11h pour le matin, 14 et 16h30 l'après-midi. Le périscolaire s'exécutant après 16h30. L'objectif, évidemment, et les modalités sont de regrouper les enfants par groupe de 5 élèves maximum par groupe pour que tous puissent pratiquer et d'avoir, suivant la grosseur de la classe, 5 à 6 groupes d'élèves. Alors, en termes d'organisation, évidemment, chapeauté par Numérica, on met à disposition pour l'ensemble des sessions une imprimante 3D, donc pour l'ensemble des groupes, tous les enfants, un ordinateur portable par groupe d'enfants de 5 enfants, et puis un kit électronique par groupe d'enfants de 5 enfants. Donc, que vous voyez ici, puisque c'est les éléments effectivement qu'on met réellement à disposition. Alors, on a aussi, d'autre part, mis à disposition une plateforme numérique dédiée pour pouvoir évidemment suivre tout ça, centraliser les inscriptions, mettre à disposition tous les supports pédagogiques qui sont réalisés sous forme de slides classiques, de vidéos, beaucoup de vidéos, des programmes ou d'autres, des photos, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Ça va nous permettre aussi, de notre côté, de collecter des informations sur la progression des enfants, des statistiques, et de nous fournir des indicateurs comme vous voyez sur ce slide. Alors, ces plateformes dédiées, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont open source, elles sont libres de droit, elles sont complètement réplicables. C'est un des aspects de base du cahier des charges de la mise en place de ce programme, c'est-à-dire de pouvoir répliquer cette action au niveau national, voire ailleurs. Alors, on a choisi, côté Numérica, de sélectionner une plateforme de type LMS, Learning Management System, un outil de gestion de contenu pédagogique, Moodle, très connu au niveau mondial, surtout en université en France, puisque c'est la plateforme qui nous permet de partager des cours avec nos étudiants. Et puis, une autre plateforme donc, a été développée spécifiquement en collaboration avec cette plateforme de LMS pour pouvoir suivre toute l'activité, les prévisionnels des écoles qui vont s'inscrire, toutes les interventions qui ont lieu en école et toute la gestion du matériel dont je vous ai parlé précédemment. On va dérouler les sessions d'atelier, vous les voyez, autour d'un projet fil conducteur. En fait, il y en a un pour l'instant, le catalogue va s'étoffer au fil de l'eau. Voilà, c'est le petit robot, je vais vous le montrer, là, voilà, ça c'est le prototype qu'on a réalisé pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Et puis, ces ateliers vont se dérouler de la façon suivante. 3 sessions qui vont permettre aux enfants de comprendre comment fonctionnent les composants électroniques, seuls ou plugués avec les autres. On va s'arrêter là pour les objets connectés et on va engager 4 sessions d'impression 3D réparties en 2 phases. La première phase, phase de conception, pour que les enfants apprennent à modéliser des objets en 3D simples, objets complexes avec perçage, fusion d'objets, ou aller chercher des objets sur des bibliothèques d'objets 3D, par exemple Singulars, qui est une des plus connues,
qui vont leur permettre de récupérer des figurines et de les adapter à leur goût. Et ensuite, 2 parties réservées à l'impression 3D, dont une est réservée évidemment à l'utilisation, par exemple, d'un slicer, parce qu'une imprimante 3D ne sait pas imprimer dans le vide, donc il faut mettre des supports pour qu'elle puisse imprimer des formes. Et puis, la dernière session, évidemment, pour pouvoir faire en sorte que les élèves impriment un petit souvenir de cette expérience. Et les 3 dernières sessions sont réservées, évidemment, aux objets connectés, cette fois-ci, la programmation. Comment faire avancer un moteur en marche avant, en marche arrière, faire tourner l'autobot, etc. Et la dernière session du projet, la 10e, va permettre aux enfants d'assembler tous les éléments qu'ils ont fabriqués ou programmés sur les sessions précédentes pour pouvoir réaliser leur Autobot et le voir fonctionner. Alors évidemment, les enfants sont assez contents de tout ça. Là, vous avez par exemple une séance de conception 3D, donc ils nous inventent des formes un peu bizarroïdes. Si les industriels devaient faire ça, ils auraient quelques surprises. Alors chaque fois qu'ils vont utiliser l'imprimante 3D, que vous voyez ici à droite, c'est magique pour eux, quelque chose qui fabrique une forme à partir d'un filin, et puis ici une petite session de programmation d'objets connectés. Donc là, ils se prennent bien la tête, les enfants, sur de la programmation avec un langage qui s'appelle Scratch, qui est très utilisé en milieu scolaire, en école primaire. Et puis, pour en finir, je vais vous simplement 2 présentations qui sont assez courtes. La première était réservée aux institutionnels pour présenter le projet tel qu'on le voyait nous de notre côté. Et puis la deuxième, plus pragmatique, qui est réservée aux écoles pour leur expliquer comment ça va se passer. Et puis la deuxième, pour terminer sur cette présentation, donc plutôt réservée, on va dire, aux écoles, pour qu'elles comprennent un petit peu le principe et les éléments qu'on va mettre, évidemment, à disposition.
Donc, voilà un petit peu ces deux programmes donc, qui semblent assez éloignés. Transformation d'un territoire industriel, industrie du futur, mais en y regardant de plus près, évidemment, notamment sur le programme Hyperischool, ben, les enfants d'aujourd'hui sont les industriels de demain. Donc, je reste à disposition, évidemment, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Finot. C'était très intéressant. Ça donne presque envie de retourner à l'école. Moi, je me posais une question. C'est super de faire ces actions-là pour des élèves. Par contre, ce serait intéressant de faire ces mêmes types d'ateliers pour des adultes en entreprise, parce qu'on remarque aussi un fossé du numérique qui se crée chez les adultes. Alors, c'est quelque chose que Numérica aussi traite dans ses activités. Tout à fait. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des programmes pour les seniors, notamment, pour restreindre la fracture numérique, et voire même pour le dériver sur des gens qui ne sont pas forcément des seniors. Hein. Ça peut être des gens qui n'ont pas forcément accès au numérique ou n'ont pas appris à utiliser ces éléments-là. Et pour l'instant, on travaille donc avec les collectivités, avec la région, pour la mise en place de ce genre de cursus, effectivement. OK, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat, ou n'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro si vous avez des questions pour Monsieur Finot. J'aurais une question. Est-ce que c'est prévu pour les espaces jeunes, pour les structures espaces jeunes des collectivités? Parce que donc là, il y a le primaire, mais voilà. Tout à fait. Alors, pour l'instant, on est en train de… Bon, c'est un programme qui a beaucoup de succès. Évidemment, il est piloté par les deux collectivités que sont PMA et Grand Belfort, qui sont très pragmatiques. Dans la région, dans le Nord-Franche-Comté, il y a des communautés de communes qui voudraient évidemment participer. On est en train d'étudier et voire même de dériver pour la mise à disposition de structures ou même de particuliers pendant des… Moi, je pense à des centres de vacances, à des périodes de vacances scolaires, etc., etc. Donc, tout ça, effectivement, est sur la table et on y travaille. Le but d'avoir mis en place ce programme, c'est qu'il soit absolument réplicable. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole si c'est le cas ou directement écrire votre question dans le chat. En attendant, je vous rappelle aussi de répondre au sondage pour les personnes qui ne l'auraient pas encore réalisé. Je crois que ce n'est pas le cas. Alors Jean-Marie, je vous remercie infiniment pour votre présentation. Et je vous propose qu'on passe à la troisième et dernière présentation de ce webinaire qui va traiter les enjeux de la transformation digitale et les risques liés à la cybercriminalité avec messieurs Terminet et Baudet-Labrec. Alors, juste le temps de faire la transition avec les slides. Bonjour, vous m'entendez, c'est OK? Francesco, on t'entend, c'est tout bon. Magnifique, merci beaucoup Raphaël. Donc bonjour tout le monde, je me présente rapidement. Donc Francesco Terminet, je suis responsable de recherche appliquée et développement au sein de la Haute École de gestion ARC à Neuchâtel, Université des sciences appliquées en Suisse et chercheur à l'Institut de digitalisation des organisations. Voilà, donc, on voit le slide et on t'entend très bien. Donc voilà, je te laisse continuer. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai un petit quart d'heure pour vous parler de transformation numérique. Évidemment, il y a des aspects qui ont déjà été traités par les précédents intervenants, notamment tout ce qui concerne la qualité de données, les enjeux en lien avec la formation. C'est des éléments je vais essayer de recaler dans une définition, je dirais, un peu plus macro de la transformation numérique. Et puis ensuite, on fera un focus un peu plus précis en lien avec les cyber-risques, puisque derrière transformation numérique, on a systèmes digitaux. Et puis, mon collègue Olivier Baudet-Labrec vous fera un petit focus en lien avec ces cyber-risques. Donc, un petit quart d'heure pour vous parler un peu de notre institut de digitalisation, qui est un institut de recherche donc,
qui est située donc dans cette région-là en Suisse. Donc, on est dans cette zone qu'on appelle l'arc jurassien. La Haute École Arc de Gestion a 2 sites de formation. On est dans une région de Suisse où les emplois dans le secteur secondaire sont prépondérants. On a une région fortement industrialisée avec beaucoup de PME qui sont actives dans la micromécanique, la mécanique de précision, qui travaille essentiellement pour le secteur horloger, mais pas que. On a le secteur aussi du médical qui se développe très fort et donc qui ont des enjeux de transformation de leurs outils de production en lien notamment avec les systèmes digitaux. L'Institut de digitalisation, c'est 17 collaborateurs entre enseignants, chercheurs, adjoints et assistants. On a environ une vingtaine de projets par année qui peuvent varier avec des montants très différents. Donc, on peut collaborer directement avec des entreprises. C'est une autre caractéristique au niveau de l'Institut. La majorité de nos projets sont en collaboration avec des entreprises, des PME, qui n'ont pas forcément des départements recherche appliquée, qui cherchent en fait des pistes, qui sont un peu perdus dans cette vague de la digitalisation et on les accompagne dans des projets d'innovation. Ça correspond à peu près à un volume financier annuel d'1 million de francs suisses en termes de projets sous gestion. Et puis, on fait en sorte que nos professeurs, adjoints scientifiques et assistants qui travaillent sur des problématiques appliquées en lien avec des entreprises puissent transférer ce savoir auprès de nos 1000 étudiants et notamment dans la filière d'informatique de gestion, on compte 150. Alors, voilà à quoi ressemble l'école. Ça, c'est sur le haut de Neuchâtel, sur le plateau de la gare, comme on l'appelle. Donc, je suis proche de la gare. Si jamais vous entendez des trains, c'est normal. Le trafic marchandise a beaucoup augmenté et ma foi, je suis désolé, de temps en temps, je vais peut-être devoir m'interrompre en lien avec le bruit de fond. On parle de révolution, de transformation digitale, de digitalisation. On parle de 4.0 finalement. Où c'est qu'on se situe? Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur les précédentes révolutions industrielles qu'a connues l'économie mondiale. On est passé à un moment donné de ce qu'on appelle cette révolution ou cette troisième révolution avec l'avènement de l'automation, de l'automatisation, notamment dans la production, l'arrivée d'Internet dans les années 2000, la démocratisation des outils et des machines informatiques, on va dire, que ce soit au niveau privé et au niveau des entreprises. Et puis, on ne sait pas très bien exactement à quel moment, finalement, on peut parler ou on commence à parler de l'aspect digitalisation et de cette révolution 4.0. Moi, je la situerais dans les années 2010-2015, où on commence vraiment à se rendre compte qu'en fait, les outils informatiques vont révolutionner notre façon de vivre en société, notre façon de consommer, notre façon de produire, notre façon aussi d'échanger et de s'organiser dans notre société et plus particulièrement, évidemment, au sein des entreprises. Faire une transformation digitale, ça signifie finalement passer de l'utilisation de systèmes informatiques, d'outils informatiques, vers une exploitation de ces outils informatiques qui amènent une réelle valeur ajoutée. Avant cette vague de la digitalisation, l'informatique dans les entreprises était souvent perçue comme un centre de coût. On installait des serveurs, on installait des suites bureautiques. Finalement, les processus de travail ne changeaient pas trop. On passait du papier à finalement la génération d'un fichier Word sur un serveur. Alors, évidemment, ça a amené une facilité dans l'utilisation et dans les processus de travail en entreprise. Et cette vague 4.0 nous amène à changer de dimension. Cette dimension veut dire exploiter au mieux ces outils informatiques pour créer de la valeur, à faire de l'acquisition de nouveaux marchés, optimiser notre organisation interne grâce à ces outils, communiquer de façon plus efficiente aussi à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur avec ses clients. On a abondamment parlé aussi au début de la présentation d'expérience client. Qu'est-ce qu'on offre à nos clients? On peut aussi parler d'expérience qu'on offre à nos collaborateurs au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, on l'a vu avant, la nouvelle génération commence à être habituée, être formée aux nouvelles technologies. Et pour qu'une entreprise soit attractive, il faut aussi qu'elle offre
une expérience à ses collaborateurs qui soit au tout du moins équivalente à ce qu'elle peut connaître dans le privé. On a tous aujourd'hui nos smartphones, on a tous des connexions avec des sites, par exemple pour commander en ligne, avec une expérience client, un suivi, des propositions de produits qui correspondent à nos habitudes de consommation. Est-ce qu'on ne pourrait pas transférer en fait cette expérience qu'on a dans notre sphère privée au sein même de l'entreprise, et c'est ce qu'on cherche à faire en fait avec cette transition vers le 4.0. Donc, donner du sens effectivement aux collaborateurs de l'entreprise, faire en sorte que ces collaborateurs d'entreprise participent activement, qu'on identifie les talents au sein des entreprises, des challenges dont on a parlé précédemment et qui permettent effectivement de faire évoluer notre organisation. Pourquoi aujourd'hui? Alors, il y a une étude, enfin un livre de Ducret et Vivier en 2017 qui mettait en évidence un certain nombre d'éléments qui permettaient de dire aujourd'hui, en fait, on est en train de faire la transition et on est en train de passer de l'informatique à la digitalisation. On a des capacités informatiques exponentielles à des prix décroissants. On commence d'avoir des puissances de traitement et une informatique omniprésente dans notre vie, notamment aussi avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Mais l'avènement de l'intelligence artificielle est lié très fortement à l'augmentation de notre capacité de traitement des données. On a une connexion Internet permanente et rapide. Dans la plupart des pays, en tout cas industrialisés, le taux de couverture des connexions Internet dépasse les 90%. Et même dans les pays moins industrialisés, ce taux de couverture augmente très fortement, surtout ces dernières années. Une expression et des outils de collaboration facilités. Et ça, c'est arrivé aussi avec Internet. Donc, Internet, au début, c'était des pages sur lesquelles on consommait de l'information. Et puis, à un moment donné, la technologie nous a permis, en tant qu'internaute, de produire du contenu. Et ça a changé radicalement la façon d'organiser l'information et le type d'information qu'on était capable finalement de consommer à travers Internet. Donc, on parle de ces échanges collaboratifs, de cette création effectivement de contenu de la part de l'internaute. Et puis, cette fusion du réel et du virtuel, on ne sait plus exactement aujourd'hui si on est effectivement dans un monde qui est augmenté ou est-ce qu'on voit vraiment des éléments, on va dire, du réel. On a parlé d'impression 3D, la nanotechnologie, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Tout ça, c'est des technologies qui avancent et qui poussent évidemment très fort. En 2020, j'aurais pu rajouter un autre critère qui a boosté considérablement, ou en tout cas qui a fait en sorte d'avoir une prise de conscience par rapport à ces outils digitaux, évidemment, c'est notre situation pandémique que l'on connaît bien. Aujourd'hui, typiquement, un des exemples, c'est effectivement ces conférences en ligne et l'adoption très rapide des outils de visioconférence, de télétravail. Il y a 2 ans en arrière, si on nous avait dit qu'on est capable de changer aussi rapidement nos processus d'échange, de communication et de travail en exploitant effectivement ce type de solution, je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui auraient dit oui, c'est possible, notamment du fait du lien de la réticence au changement. Alors là, on a tous été obligés de le faire au même moment. Donc ça a facilité effectivement cette adoption et cette formation, je dirais, sur le tas en lien avec l'utilisation de ces outils digitaux. Chose différente ou quelque chose d'extrêmement important pour moi à différencier, quand on parle d'informatisation, pour moi, c'est installer un logiciel dans une entreprise. Ça, c'est une étape. Certes, ce logiciel va peut-être faciliter la création de documents, mais il ne va pas encore nous amener vers la digitalisation. Installer un serveur de fichiers sur lequel on stocke des fichiers Word ou Excel, c'est très bien, mais c'est que le début d'un processus de digitalisation. La digitalisation doit être là pour fluidifier la communication, fluidifier l'échange d'informations, être capable de réagir très vite à une opportunité sur un marché. Typiquement, être capable de vendre très très vite en ligne parce que effectivement, il y a une situation et un contexte qui fait qu'on est obligé de changer. Soit parce que le concurrent a été plus vite, soit parce que des contraintes telles qu'on les connaît aujourd'hui nous obligent à passer effectivement ce cap pour continuer à exister. Donc la digitalisation, c'est vraiment exploiter ces outils informatiques pour créer de la valeur.
ce n'est pas simplement installer un outil informatique. Alors, créer de la valeur, je dirais qu'il y a 3 grandes dimensions, ou 2, on va simplifier. C'est soit, évidemment, faire de l'acquisition de nouveaux marchés, ou soit optimiser notre organisation pour qu'elle soit plus fluide et plus réactive. Donc, l'informatique joue un rôle de support. On voyait cette informatique comme un centre de coût il y a quelques années. Aujourd'hui, ça devient un socle et un élément essentiel pour être digitalisé. Alors, vers la digitalisation, j'en ai déjà un tout petit peu parlé. On est passé effectivement de ce que j'appelle, moi, la transformation du fichier vers un fichier numérique, le fichier Word, le fichier Excel. On a pris des espaces de stockage pour organiser plus ou moins ces fichiers. Ensuite, on a fait évoluer en fait les différents secteurs de l'entreprise et on leur a amené des solutions qui leur permettent effectivement, en tout cas on l'espère, de passer vers de la numérisation de processus qu'on avait l'habitude de faire avec du papier. Et ça a touché évidemment tout ce qui va concerner évidemment les finances, la gestion par exemple évidemment de la comptabilité, la gestion des ressources humaines, on peut englober aussi tout ce qui est outils de production. On en a parlé un peu avant, la GPAO, le MES, qui est une transition ou une évolution du GPAO qui nous permet d'avoir des données en lien directement avec l'état actuel d'une production, la connexion avec ses clients ou avec ses partenaires commerciaux, la gestion du client, savoir quel client a commandé quoi, quel est son profil, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, est-ce que ce client aussi peut nous amener des idées, est-ce qu'on peut lui affiner le produit en fonction de ses besoins. Tout ça, c'est des éléments effectivement qui ont pris du sens avec effectivement une diffusion de l'informatique au sein de tous les départements de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vision stratégique, on a besoin d'intégrer ces outils informatiques dans un plan de développement, que ce soit pour l'acquisition de nouveaux revenus ou que ce soit pour l'optimisation de notre organisation interne. Alors, quelques exemples d'entreprises de notre région qui ont fait des transitions en termes de modèle d'affaires en lien avec l'informatisation. Donc, Fèvre Énergie est une entreprise qui fabrique des pompes à chaleur dans le Jura. Et ces pompes à chaleur, vous imaginez, il y a quelques années, donc l'entreprise installait la pompe à chaleur chez le particulier avait son produit, en grosso modo, le service s'arrêtait là. Aujourd'hui, ces pompes à chaleur sont connectées, on offre à l'utilisateur final des applications sur smartphone pour vérifier sa consommation, pour optimiser sa consommation en fonction évidemment de l'historique, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, à quel moment il est présent dans la maison, la relation avec le client, le service après-vente est quelque chose où le lien devient beaucoup plus fort maintenant quand on a une application qui est fournie par effectivement votre chauffagiste. Ça crée un lien très très fort et une relation de confiance aussi avec son client. Donc une transition et une différenciation au niveau des services. Donc le cœur de cette entreprise, c'est toujours la pompe à chaleur, mais il augmente le nombre des services qu'il peut proposer et surtout il va pouvoir faire de l'acquisition de données pour adapter ses produits en fonction de l'utilisation réelle de ces produits. Et il va le faire en temps réel vu la connectivité effectivement que offre aujourd'hui l'outil informatique. C'est une transition sur un marché existant et un ajout de services avec la digitalisation, mais vous avez des pure players aujourd'hui qui arrivent. Là, j'en ai mis un parmi tant d'autres. C'est une application qui permet, en fait, une fois qu'on rentre dans un transport public, cette application s'appelle Fertig, quand on entre, quand on prend, par exemple, un bus, on déclenche simplement le fait qu'on est entré dans ce bus et on déclenche effectivement quand on descend du bus. Les CFF, l'entreprise nationale ferroviaire suisse, oppose aussi ce genre d'application. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change qu'effectivement, on n'est plus obligé d'attendre ou en tout cas de commander ou d'attendre derrière la borne pour prendre son ticket. Ça, c'est pour l'aspect utilisateur, mais surtout pour l'entreprise qui va effectivement offrir ce service, ça lui permet de faire des analyses très poussées en termes de mobilité des usagers et donc d'avoir une palette de services extrêmement vaste qu'elle pourra offrir à des acteurs politiques ou des acteurs économiques. Mais pour l'usager, en tant que tel, certes, ça lui facilite la vie, mais l'entreprise ne va pas faire son revenu sur effectivement l'usager en tant que tel, mais plutôt sur le volume
d'usagers qui utilisent son application. Donc là, effectivement, on rentre dans ces capacités de traitement, ces capacités d'analyse pour étendre nos services. On a d'autres, par exemple Schindler, fabricant d'ascenseurs, lui va mettre des capteurs dans les ascenseurs pour savoir en fait à quel endroit les différents usagers d'un immeuble se sont déplacés. Et typiquement, ça va permettre aux entreprises de nettoyage de savoir à quel endroit peut-être il y a plus d'efforts à mettre pour nettoyer les étages. Donc là aussi, on commence à avoir une connexion très très forte entre acteurs qui finalement travaillent sur le même terrain et qui s'optimisent l'un l'autre. C'est-à-dire que Schindler va pouvoir effectivement fournir des données à une entreprise tierce qui va, elle, optimiser son intervention sur le terrain. Et puis après, on pense aux interfaces. J'ai parlé de réalité augmentée, de réalité virtuelle, c'est peut-être encore un peu loin, mais aujourd'hui, on commence de parler à ces machines, de parler à ces ordinateurs. Donc, ça change aussi notre relation avec la technologie. Hein. On va devoir évoluer par rapport à notre utilisation du système et de l'écosystème digital. Alors, on l'a dit aussi en début, finalement, derrière cette digitalisation, il y a quelque chose qui est essentiel. Shit in, shit out, les données deviennent essentielles et la qualité de ces données deviennent essentielles. Quel type d'information on met à tel endroit dans un champ de saisie d'une application? Est-ce que l'information est contrôlée, validée, vérifiée? Est-ce qu'elle est cohérente? C'est stratégique si on veut pouvoir après exploiter les données qui sont dans notre système. Donc, c'est vraiment essentiel. Quand on dit en fait que les données sont un actif de l'entreprise, c'est carrément le nouveau pétrole de l'entreprise. Il faut que ces données soient dans un état absolument cohérent et juste pour qu'on puisse après effectivement planifier et identifier des nouvelles opportunités, soit de marché, soit des pistes d'optimisation. Alors, en termes de transition et de maturité digitale, parce que pour faire une transition, il faut déjà savoir où on se situe. Alors, dans la littérature scientifique, il y a beaucoup de modèles qui parlent de maturité digitale. Moi, j'en ai choisi un de nos collègues de l'Université de Saint-Gall, qui permet finalement de catégoriser un certain nombre de dimensions qui sont finalement en lien avec la maturité digitale. On a parlé d'expérience client, on a parlé d'innovation produit, on a parlé d'organisation interne, que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en termes de digitalisation du processus de travail et évidemment de l'outil informatique, mais on a aussi parlé de culture d'entreprise et de gestion du changement. C'est essentiel, toutes ces dimensions cohabitent ensemble et c'est des axes d'intervention sur lesquels on peut effectivement investir pour augmenter son niveau de maturité digitale. Je vois que le temps avance, je vais essayer de faire très très vite. Ici, une étude qui était parue en 2017, je la présente, c'est 452 entreprises qui ont répondu. Les entreprises industrielles étaient les plus représentées. L'implication des directions était confirmée. Donc, en 2017, il y avait déjà une sensibilisation effectivement à ces enjeux en lien avec la digitalisation. Le niveau des entreprises qui répondaient était un niveau relativement élevé, de 2,82 sur 5. Donc, ça veut dire qu'on avait des réponses, on va dire, où en fait, les entreprises qui répondaient avaient une conscience très claire des enjeux en lien avec la digitalisation. Et puis, celles qui étaient sur le podium, c'est-à-dire qui avaient entamé les processus de digitalisation, sans grande surprise, c'est les grands comptes, les grands groupes, et les PME et les très petites PME sont un peu à la traîne. Et puis, là, avec notre institut, on essaie de les aider. En termes de maturité digitale sur le marché suisse, tout ce qui est entreprise informatique, évidemment, à un bon niveau, banque et assurance aussi, ont un niveau assez élevé. Et on a tous, en Suisse, des portails pour se connecter avec nos banques. Nos banques nous permettent de faire des offres avec des partenaires. Donc, ça a été aussi quelque chose où le secteur financier a très, très vite pris en compte ces aspects de digitalisation. À l'époque 2017, la maturité la moins élevée était pour le commerce de détail. Ça s'est vu très très fort avec l'arrivée en fait de la pandémie, puisque la plupart des petits commerçants et artisans se sont retrouvés du jour au lendemain sans activité et sans outils digitaux et sans connaître comment exploiter ces outils digitaux pour continuer une activité. Alors, ils ont dû le faire de force et tout d'un coup, effectivement, cette pandémie a augmenté l'intérêt et la prise de conscience en lien avec cette digitalisation.
On a des approches contraires entre les grands et les petits comptes. Les PME se concentrent plus sur j'ai besoin d'un serveur, j'ai besoin d'un ordinateur qui fonctionne pour schématiser, et les grandes entreprises réfléchissent évidemment au modèle d'affaires. On a parlé du bien-être au sein des entreprises. Effectivement, les entreprises qui ont une communication, une fluidité et une expérience aussi pour le collaborateur digital assez élevée sont effectivement des entreprises où les collaborateurs se sentent à l'aise. L'industrie 4.0, aujourd'hui dans notre région, on a vu aussi avant avec les projets en cours, en termes d'outils de production, c'est quelque chose qui va très très fort. On commence vraiment à digitaliser et à optimiser tout ce qui est outils de production avec récolte de données, optimisation, maintenance préventive, c'est-à-dire qu'on pourrait déterminer grâce à l'intelligence artificielle à quel moment une machine pourrait potentiellement tomber en panne, combien de pièces on va produire. Donc la production aujourd'hui est en lien avec cette vague d'industrie 4.0 est très consciente en fait des avancées et des opportunités qu'offre la digitalisation. Dans tout ce qui est gestion d'entreprise au sens large, RH, processus, je pense que là, on a encore un gros travail à faire pour changer les habitudes de travail et puis aller vers une exploitation un peu plus optimale de ces outils digitaux. Après, il y a d'autres chiffres, je vous laisse les découvrir ou je vous laisserai les découvrir. Mais par contre, ce que je peux aussi préciser, c'est que les investissements en lien avec les solutions 4.0 concernent beaucoup les collaborateurs. Il faut former les gens. Le long life learning est là. Même nous qui sommes des spécialistes en digitalisation ou en informatique, on est obligé de se former constamment pour être au fait des innovations. Donc, c'est vraiment un challenge, effectivement, de former les gens de façon rapide. En termes de stratégie, la veille technologique, être prêt à accélérer, que ce soit au niveau business et surtout au niveau humain, gestion et valorisation des données et gérer le changement. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette digitalisation. Il faut savoir sélectionner à quel endroit on a une réelle plus-value à faire de la digitalisation en fonction des opportunités qu'on a. Et puis, on a parlé de vitesse. Effectivement, ça va très vite. Et j'aime bien cette phrase de M. Schwab, fondateur du WEF. Dans un nouveau monde, ce n'est pas le plus grand poisson qui mange le petit, mais c'est celui qui va plus vite, qui le dépasse. Voilà, j'ai fait mon point sur la digitalisation. J'ai peut-être été un peu long. Olivier, je peux te passer la main. Merci pour votre attention. Merci Francesco. Donc, on va passer maintenant à la suite de la présentation avec Olivier Baudet-Labrec sur la cybercriminalité ou la cybersécurité, qui est un peu au revers de la médaille de tout ça. Et puis au niveau timing, t'inquiète pas Francesco, c'était très bien. Merci. Olivier, tu es là? En tout cas, je l'ai vu en ligne. Oui, il est là. Ça va mieux avec le micro. Tu prends la main? Ouais, je te laisse arrêter de partager. Et je partage à mon tour. C'est bon, vous voyez? C'est tout bon. Parfait. Je suis super content d'être là aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Québécois. Je suis Québécois et j'habite en Suisse depuis plusieurs années, ce qui fait que je commence à perdre mon accent, voire je ne l'ai plus beaucoup. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas fier d'être Québécois, mais c'est parce que je suis entouré au quotidien par des Suisses, par des Français, par toutes sortes de nationalités autres que Québécois. Il y a très peu de Québécois suisses. Et je vois quelqu'un qui écrit dans le chat, c'est beau la francophonie, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, qui suis-je? Je suis Olivier Baudet-Labrec, comme je viens de dire, je suis criminologue de formation et je travaille à l'Institut de lutte contre la criminalité économique à Neuchâtel, où j'en suis le vice-doyen. Qu'est-ce que c'est que notre institut? En fait, l'ILCE, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on a été fondé. On a fêté nos 20 ans en fin d'année dernière, donc on est encore dans la 20e année. Et puis, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait beaucoup de formations continues pour des policiers, pour des procureurs, pour des juges, toujours en lien avec la criminalité économique et aussi la cybercriminalité. Parce qu'il y a 20 ans, on s'intéressait uniquement à la criminalité économique, mais on s'est rapidement aperçu que cybercriminalité et criminalité économique vont de pair dans énormément de domaines. On fait aussi beaucoup de recherche appliquée, donc des projets de recherche,
Et puis, on réalise des mandats, soit pour des entreprises, soit pour des particuliers ou encore des autorités, comme les tribunaux, les corps de police aussi. On réalise des mandats, notamment en investigation numérique. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec l'investigation numérique. Qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, c'est un peu comme la médecine légale, mais pour les ordinateurs. Donc, on va prendre un ordinateur sur lequel il y a eu une attaque informatique, chercher des preuves ou toutes sortes d'autres choses qui sont pertinentes pour faire avancer une enquête. Donc, voilà pour l'Institut. Et aujourd'hui, Francesco vient de vous parler de la digitalisation des organisations. Moi, je vais vous parler du côté un peu moins sexy. Hein. Évidemment, la digitalisation des organisations, ça amène beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un risque qui existe, qui est le cyber-risque, la cybercriminalité, qui est toujours là. Et je sais que je passe en fin de journée, enfin pour les Français et les Suisses, c'est l'heure de l'apéro. Pour les Québécois, il commence à faire faim. Alors, si je veux vous transmettre un message et que vous ayez quelque chose à retenir de ma présentation, eh bien, c'est ce chiffre. 85%. 85% pour certains Suisses. Qu'est-ce que c'est que ça, 85%? Eh bien, c'est la proportion de hackers qui affirment que l'être humain est la principale source de failles de sécurité au sein d'une organisation. C'est vrai parce que quand on pense cybersécurité, on pense technique, on pense antivirus, on pense logiciel, hein, on pense protection des serveurs. Mais de l'autre côté, chez les méchants, eux, ils ne pensent pas du tout la même chose. Eux, ils pensent être humain. Hein. 85% d'entre eux disent c'est l'être humain la principale source de failles de sécurité. Et puis, ça arrive dans le sondage qui a été fait chez les hackers, bien devant les logiciels qui ne sont pas à jour et un manque de logiciels de sécurité. Et d'où viennent ces chiffres? En fait, ils viennent d'un sondage qui a été fait auprès des hackers en 2017 par une entreprise qui vend des solutions de cybersécurité qui s'appelle Thycotic et qui font une conférence à chaque année qui réunit énormément d'hackers. Et puis, ils font un sondage. Et puis, en 2017, ils ont posé cette question. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient trop à avoir cette solution, puisque eux vendent des solutions techniques. Donc, ce n'est pas trop dans leur intérêt de dire que c'est l'être humain, en fait, qui est la principale source des failles de sécurité. Mais ils ont quand même posé la question. Ils ont publié donc ces résultats, mais l'année suivante, ils n'ont pas répété la question. Ils ont laissé de côté, peut-être parce qu'ils veulent mettre plus en avant leurs solutions techniques. On a aussi demandé aux hackers pourquoi est-ce que c'était l'être humain la principale source des failles de sécurité et quelles étaient les erreurs que les êtres humains faisaient et qui étaient utilisées par les hackers. Autrement dit, qu'est-ce qu'eux, en tant qu'hackers, utilisaient comme erreur de l'être humain par rapport à la cybersécurité. Et je vais vous présenter les 3 principales erreurs qui sont sorties dans ce classement. La première, je ne sais pas si vous avez déjà une idée par rapport à ça, eh bien, la première, c'est la réutilisation des mots de passe sur divers plateformes. Okay? Donc, il y a des gens qui, peut-être vous, peut-être moi, peut-être, peu importe, des gens dans votre entourage qui utilisent les mêmes mots de passe pour l'ensemble de leurs comptes, hein, que ce soit LinkedIn, l'adresse mail, Instagram, Facebook et la boîte mail du boulot. Donc là, on a un souci parce que dès qu'il y a une faille dans votre grand château de cartes, eh ben, tout coule. Donc ça, c'est l'une des techniques que les hackers utilisent pour infiltrer votre entreprise. Ils vont regarder si l'un de vos employés n'a pas, sur l'un ou l'autre de ses autres comptes, perdu son mot de passe ou le mot de passe a été fuité, a été leaké. Vous pouvez aller voir sur le site que je vous ai mis tout en bas, haveibeenpwned.com. C'est un site qui vous permet en fait de rentrer une adresse mail et puis de voir si les informations sur cette adresse mail, donc le mail et son mot de passe, ont déjà fait l'objet d'une fuite de données dans le passé. Vous allez voir, c'est très intéressant si vous rentrez votre adresse mail, même si vous avez un comportement qui est tout à fait prudent sur Internet, si vous rentrez votre adresse mail personnelle, je vous garantis presque que vous allez avoir peut-être une fuite, 2 fuites, 3 fuites. Moi, j'ai une adresse mail qui a même été concernée par 4 fuites de données. Évidemment, j'ai changé le mot de passe, mais ça donne une bonne idée aux cybercriminels, en fait, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer dans une entreprise en prenant l'adresse mail de quelqu'un qui travaille dans une boîte, en vérifiant et en essayant de trouver le mot de passe qui aurait été révélé dans ces fuites et puis en essayant de réutiliser ce mot de passe pour pénétrer dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose qui est sortie chez les hackers quand on leur a demandé quelle était l'erreur humaine qui était la plus utilisée pour faire du hacking.
Et c'est près de 50% des hackers qui ont répondu à la réutilisation des mots de passe. La deuxième chose, c'est l'utilisation de clés USB sans méfiance. Et pour la petite histoire, moi, j'ai un ami qui travaille comme pen tester. Qu'est-ce que c'est? Il fait des tests d'intrusion dans les systèmes informatiques d'entreprise. Donc, il est payé, l'entreprise l'engage pour que lui arrive vers l'entreprise et essaye de faire le hacker et de rentrer dans leur système et de prendre le contrôle de quelque chose. Donc, lui, c'est son boulot quotidien. Et puis, généralement, l'une des techniques qu'il utilise pour y parvenir, c'est qu'il se pointe devant l'entreprise physiquement, il essaye d'une façon ou d'une autre de pénétrer dans l'enceinte de l'entreprise et il laisse tomber des clés USB par terre un peu partout. Enfin, par terre, façon de parler, mais sur un bureau, sur la table à café, etc., etc. Et puis, il attend en fait que ces gens, ils prennent la clé et puis ils se disent « Ah, j'ai besoin d'une clé, ça tombe bien, j'en ai trouvé une » et qu'il la branche sur l'ordinateur. Et puis, une fois que la clé est branchée sur l'ordinateur, il est capable d'accéder à partir de cette entrée-là sur l'ordinateur. Donc, c'est vrai que la plupart des gens sont peut-être méfiants par rapport à un mail de la part de quelqu'un qui ne connaît pas, mais sur une clé USB qu'ils vont trouver ou même qu'ils vont simplement prendre, ils ne se poseront pas de questions. Donc, ce que vous pouvez faire, je vous ai mis les étapes, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Sur Windows, par exemple, quand vous connectez votre clé USB, avant même de l'ouvrir, vous avez une option qui s'appelle « Analyser » avec Windows Defender, qui vous permet en fait d'analyser le contenu de la clé et de voir s'il y a un souci sur cette clé ou si tout est bon. J'ai fait le test ce matin pour prendre des screenshots et vous montrer. Donc, j'ai testé une clé USB. On voit qu'il y a 0 fichiers qui sont menaçants, 168 qui sont parfaits. Donc, il n'y avait pas de souci, ma clé USB. Donc, voilà la deuxième chose qui a été révélée par les hackers. Et la troisième, c'est la connexion à des réseaux publics. Donc, des réseaux Wi-Fi ou Wi-Fi au Québec qui n'ont pas de mot de passe et donc qui sont ouverts à tout le monde pour que vous puissiez vous connecter. Ça, on a réalisé un test une fois. On a créé nous-mêmes un réseau donc Wi-Fi et on allait dans un train en Suisse. Et puis, on s'est promené. Donc, on avait l'appareil qui permet en fait de générer un hotspot. Et donc, les gens qui étaient dans le train, qui étaient sur leur téléphone, ils pouvaient voir notre réseau qui apparaissait, ils pouvaient se connecter sur notre réseau. Et puis, on a été très surpris de voir qu'en première classe, il faut savoir qu'en première classe, dans les trains en Suisse, généralement, c'est des cadres, c'est des gens qui ont des très bonnes positions dans leur entreprise qui prennent le train en première classe, pas tout le temps, mais généralement. Et on était très surpris de voir que ces gens qui devraient être justement formés au risque cyber, ils se sont connectés sur notre Wi-Fi sans trop poser de questions avec leurs ordinateurs, avec leur téléphone. Et donc, ça, c'est une bonne piste d'entrée pour les hackers. Donc, il faut faire attention à ne pas vous connecter à des réseaux publics auxquels vous ne faites pas parfaitement confiance. Il faut faire attention aussi au nom. Nous, quand on a fait cette expérience dans le train, évidemment, le nom du Wi-Fi, ce n'était pas hacker, Wi-Fi, je ne sais trop quoi. Non, on avait pris exactement le nom de la compagnie de chemin de fer suisse, donc les CFF Free. Et puis, les gens, ils n'ont rien vu aller, ils se sont connectés sans trop se poser de questions. Donc, voilà la troisième chose qui a été relevée par les hackers comme erreur des êtres humains qui permet d'accéder à des réseaux informatiques des entreprises. Je vous donne un exemple très concret où l'être humain a joué un rôle important, en fait dans le mauvais sens du terme, au cours d'une attaque informatique. Et pour vous parler de ça, je vais vous parler en fait d'une organisation criminelle qui s'appelle Arbenac, qui a opéré au milieu des années 2010 et qui pratiquait ce qu'on appelle le jackpotting. Qu'est-ce que c'est que ça, le jackpotting? C'est le fait de pirater des distributeurs automatiques, donc, ou des bancomates, comme on dit en Suisse, et puis de parvenir à faire cracher tout le pognon. Donc, d'un coup, le distributeur automatique balance tous les billets, et puis vous, si vous vous trouvez au bon moment, au bon endroit, vous ramassez tout, et puis vous faites fortune. En l'occurrence, ce groupe criminel-là, Arbenac, faisait ça un peu partout dans le monde. Ils avaient très bien compris comment ça fonctionnait. Et puis, ils envoyaient un complice devant le distributeur automatique au bon moment récupérer l'argent. Ils se sont fait à peu près $1 milliard en 2 ou 3 ans, sauf erreur, en faisant ce genre de technique. Et où est le rôle de l'être humain dans tout ça?
Pour parvenir à faire cette attaque, il devait à un moment ou l'autre s'introduire dans le réseau de la banque. Et c'est là que c'est hyper intéressant et que vous verrez en fait le rôle de l'être humain dans cette attaque. Comment ils faisaient concrètement? La première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des recherches. Les cybercriminels faisaient des recherches sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils cherchaient concrètement? Ils cherchaient des adresses mail de personnes qui travaillent dans une banque, et une banque précise. Donc, ils trouvaient la personne, ils trouvaient son adresse mail, et puis ils cherchaient aussi un autre collègue dans la même banque qui travaillait, par exemple, dans un autre département, avec qui peut-être ils n'avaient pas eu beaucoup d'échanges. Et puis, ils envoyaient un email d'harponnage, donc de spear phishing. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. C'est un mail qui simule un vrai mail, en fait, qui a l'apparence d'un vrai mail, simplement par… Je recommence, je me réexplique, pardon. Donc, ils envoient un mail d'harponnage qui est un mail qui est évidemment criminel, excusez-moi, je vais prendre une gorgée de l'eau, j'ai de la peine à trouver mes mots. Dernière fois, je recommence, ça ira. Ils envoient ce mail en se faisant passer pour un collègue et en disant « Ah, voici, voilà, je te mets en pièce jointe le document Word, il faut que tu le consultes. » Donc, la personne qui recevait ça, elle voyait une adresse qui ressemblait à celle de son collègue, donc avec le même nom. Il y a peut-être une modification qui était faite au niveau du nom de domaine. Et puis, rapidement, sans trop se poser de questions, il ouvrait la pièce jointe et dans la pièce jointe qui était un document Word, et qui était un document Word qui exploitait une faille de Word, donc une faille de sécurité qui est propre à Word, qui n'avait pas été réparée. Donc, une fois que la personne ouvrait le document Word, qu'est-ce qui se passait? Il y a ce qu'on appelle une backdoor, donc une porte dérobée qui s'installait automatiquement sur l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est que ça, une porte dérobée? En fait, c'est un accès à votre ordinateur que peut avoir le hacker lorsqu'il l'installe. Donc, si par exemple, vous avez une porte dérobée sur votre ordinateur, vous n'aurez même pas conscience d'en avoir un. Par contre, il y aura un hacker quelque part dans le monde qui pourra accéder à votre ordinateur et faire un peu ce qu'il veut dessus. Donc, à partir du document Word corrompu, ils arrivaient à installer la backdoor et donc ils pouvaient avoir le contrôle de l'ordinateur. Et puis, une fois qu'ils avaient fait ça, ils faisaient deux choses. La première chose, c'est qu'ils installaient un logiciel espion qui s'appelle un keylogger et qui enregistre en fait tout ce que vous tapez sur le clavier. Okay? Et puis, la deuxième chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils installaient aussi un programme qui ralentissait énormément l'ordinateur. Okay? Et qu'est-ce que faisait en fait l'employé de la banque? Il disait « Merde, mon ordinateur est hyper lent, je ne sais pas ce qui se passe. » Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On appelle le service informatique et le service informatique, il vient. Donc, c'est ce qui se passait. L'employé du service informatique arrivait sur l'ordinateur et il trouvait « Ouais, c'est un peu étrange, bon, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. » Et la première chose qui se faisait, c'est qu'il se connectait à son compte administrateur, donc avec des droits beaucoup plus étendus sur le réseau de la banque. Et une fois que justement la personne du service informatique se loguait, donc se connectait, les cybercriminels avaient le mot de passe admin pour pouvoir à leur tour entrer dans le réseau de la banque avec les droits administrateurs. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais ce qu'il faut se rappeler, en fait, c'est que la faille initiale, elle est humaine. Si l'employé n'avait pas ouvert le mail et la pièce jointe concernée, jamais l'organisation criminelle aurait été capable de tirer de l'argent du bancomat. Il y a énormément de spécialistes qui se sont intéressés à la situation. Si vous voulez, c'est arrivé au milieu des années 2010. Et puis, vraiment, il y a tous les corps de police partout dans le monde qui sont un peu devenus fous, qui ont dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, il y a beaucoup de grands spécialistes qui se sont penchés sur le sujet. Et puis, ils ont dit « Écoutez, l'équipe qui est de l'autre côté, les cybercriminels, ils sont très, très forts. C'est un niveau qui est presque étatique, donc qui ont presque la force de hacking d'un gouvernement. Donc, d'un point de vue technique, la banque n'aurait à peu près rien pu faire. Par contre, d'un point de vue humain, la banque aurait dû et aurait pu former et sensibiliser ses employés à trois choses qui auraient permis de faire la différence. Le premier, c'est évidemment vérifier les adresses mail. S'ils avaient véritablement vérifié l'adresse mail pour voir caractère par caractère si ça correspond à une vraie adresse mail de la banque, ils auraient vu que non.
La deuxième chose, c'est comme vous le savez probablement, il ne faut pas ouvrir les pièces jointes des destinataires inconnus. Donc là, en l'occurrence, peut-être que la personne pensait que ce n'était pas un destinataire inconnu, mais si elle avait fait la première étape, se vérifier les adresses mail comme il faut, elle aurait vu que la pièce jointe venait d'un destinataire inconnu. Et finalement, de mettre à jour continuellement ces logiciels. Pourquoi? Eh bien, si l'employé avait simplement mis à jour sa version de Word sur son ordinateur, jamais les cybercriminels auraient pu rentrer dans le réseau et puis installer le backdoor. Donc, pour terminer, je crois que je suis dans les temps. Quelques bonnes pratiques au niveau de la formation cybersécurité du personnel. Premièrement, c'est de former l'ensemble des collaborateurs, parce qu'on vient de voir avec le cas de la banque, si un collaborateur tout en bas de l'échelle donne accès à son ordinateur à un cybercriminel, eh ben, le cybercriminel peut aisément remonter et avoir les droits sur l'ensemble du réseau. La deuxième chose, c'est fragmenter, et ça c'est des études qui ont porté sur la question, comment est-ce qu'on peut bien donner une formation en cybersécurité. La deuxième étape, c'est de fragmenter la formation par sujet. Donc, on a remarqué que vaut mieux donner des petites formations sur des sujets très précis continuellement que de donner une grosse formation barbante qui aborde la cybersécurité sur une seule journée, par exemple. Et puis finalement, la troisième chose qui a été remarquée, c'est que d'utiliser des formations préfabriquées et très générales, ça donnait absolument rien. Donc, il vaut mieux créer une formation adaptée à votre contexte de travail qui aura probablement de meilleures répercussions que si vous prenez quelque chose qui existe déjà et qui est préenregistré. Voilà, moi j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai vu le chat qui n'a pas arrêté. Je n'ai pas été capable de regarder en même temps. Merci beaucoup Olivier, merci aussi à Francesco. Donc volontiers si vous avez des questions autant pour l'intervention de Francesco plutôt sur les enjeux de la transformation digitale ou des questions Olivier plutôt sur la partie liée à la cybercriminalité. Alors le chat a beaucoup été très actif, pas forcément sur des questions mais plus sur des partages d'expériences ou de bonnes pratiques. Ou de bonnes pratiques. Je vois qu'il y a aussi quelques experts dans l'audience, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à ouvrir vos micros aussi si vous voulez directement les poser. Moi, Olivier, ça m'a fait penser à quelque chose quand tu as parlé des 80%. Moi, j'ai un ami qui travaille dans le helpdesk informatique qui m'avait dit qu'en règle générale, la majorité des problèmes, quand ils ont des téléphones, se situent entre la chaise et le clavier. Et on est exactement dans ce cas de figure-là, quoi. Exact. J'ai un peu lu le chat pendant que tu faisais ton intervention. Effectivement, Olivier, le mail est un des points d'entrée majeurs pour les hackers, effectivement, dans les entreprises. Alors, effectivement, il faut former. Encore récemment, dans une entreprise industrielle de la région, le service informatique de cette entreprise en question envoie des faux mails pour identifier effectivement les collaborateurs qui cliquent dessus. Et c'est peut-être aussi une bonne pratique en termes de formation. Je ne vais pas attendre que le problème arrive, mais d'être proactif et d'envoyer en fait de faux mails de phishing pour voir si les collaborateurs sont suffisamment, on va dire, précautionneux dans l'analyse et l'ouverture de ces pièces jointes. Donc, effectivement, ce serait une première piste. Puis la deuxième piste, moi j'ai envie d'être radical, n'utilisez plus les mails pour échanger des informations au sein de l'entreprise. Utilisez un système d'information, connectez-vous et n'utilisez plus les mails pour vous échanger des documents au sein de l'entreprise. Voilà, je lance peut-être un pavé dans la main. Raphaël, ton micro. Eh oui, mon micro. J'ose plus l'allumer parce que j'ai peur de me faire hacker. Mais non, je disais, il y a pas mal de partage d'expérience. On voit que c'est un sujet qui est très actuel et qui nous touche beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de cas et on entend beaucoup de choses. On s'en parlait encore hier dans les journaux en Suisse de centaines d'entreprises par année qui se font malheureusement hacker. C'est malheureusement encore très d'actualité.
Voilà, s'il n'y a pas de questions particulières, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, je vous dis à tous un grand merci, notamment un grand merci à nos 4 conférenciers de ce soir, hein, donc à Manon, Jean-Marie, Francesco et Olivier, qui nous ont fait plonger dans l'ère du numérique. Donc, on voit que c'est un sujet qui est très, très actuel, qui est très, très vaste, hein. On pourrait en parler pendant des heures et des jours. Donc là, c'était vraiment un aperçu. On voit également en live les résultats du sondage. Donc, on voit une majorité de Canadiens présents ce soir, Suisse, France, et puis un petit pourcentage également d'autres pays. La météo du jour, c'est le soleil, c'est le printemps. En tout cas, c'est le cas en Suisse aujourd'hui. C'est vrai que c'est l'arrivée des beaux jours avec des belles températures et ça fait plaisir. Bon, le micro, ça c'est clair. Et puis, voilà, il y a plus des questions organisationnelles. Et puis aussi au niveau des rôles dans l'organisation, on voit qu'il y a différents types de fonctions. En tous les cas, c'est un plaisir pour nous d'organiser cet événement. Encore une fois, merci à Hélène du Mouvement québécois de la qualité, à Camille du Mouvement français pour la qualité pour cette organisation. Si c'est quelque chose qui vous a plu, ce n'est pas exclu qu'on organise d'autres séminaires sous cette même forme, sur d'autres thématiques, ou pourquoi pas garder aussi cette thématique du numérique, mais avec d'autres sujets. Ça, ce sera à discuter. D'ailleurs, on vous enverra un questionnaire d'évaluation. Et on vous enverra également, comme promis, les enregistrements, ou en tout cas en lien qui pointe vers l'enregistrement, ainsi que les présentations. Donc, vérifiez bien le lien. On ne sait jamais sur quoi on pourrait tomber. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel après-midi pour nos collègues canadiens et une belle soirée pour nos collègues français et suisses. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Raphaël, merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.